projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui accompagnent la marche du continent. Bienvenue à tous sur Initiative Africa. Aujourd'hui, focus sur la justice environnementale et le secteur de la mine artisanale en Afrique du Sud. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Avec 30 ans d'expérience dans les mines, ce Sud-Africain sait presque tout d'un secteur omniprésent dans l'économie de ce grand pays d'Afrique australe. Le groupe professionnel qu'il dirige représente 90% de la production minière sud-africaine, une expertise précieuse pour assister l'expansion minière du reste de l'Afrique. Nizila Metanjane, président du Conseil des mines d'Afrique du Sud, est notre invité du jour. On a constaté une forte croissance de l'exploitation artisanale, encouragée par les niveaux élevés auxquels se négocient les matières premières. Cela suscite beaucoup d'intérêt car il y a là une opportunité de gagner de l'argent. Ils sont de très jeunes enfants et aident déjà leurs parents dans des mines artisanales d'or en Guinée, une situation attisée par le non-droit qui règne dans des pans entiers du secteur extractif africain. Nous avons constaté que les parents négligent dans les zones minières l'éducation des enfants. Ils amènent les enfants avec eux dans les mines pour les exploiter. Halte aux dommages environnementaux, la société civile africaine cherche à sensibiliser les populations au concept de justice écologique. Je considère la justice écologique comme une conversation qui est censée fournir des informations grâce à l'influence de la communauté et même à la compréhension des peuples indigènes. En Guinée, la ruée vers l'or entraîne toute une population précaire à s'essayer à l'orpaillage. Le pays est le 5e producteur d'or en Afrique avec des mines qui alimentent l'économie nationale et mondiale. Cependant, derrière cette fièvre du précieux métal, des ombres se cachent et des voix d'enfants restent silencieuses. Des enfants qui sacrifient leur salle de classe pour des pioches et des pelles. Certaines ONG locales se battent pour changer la donne. C'est un reportage de Sayon Kourouma dans la région de Sigiri, au nord-est de la Guinée. Aux abords de cette mine d'or, une scène surréaliste. Un petit garçon à peine âgé de 4 ans pioche aux côtés des adultes. Mais comment fais-tu pour être si fort? Il faut rentrer chez toi. Le vieux, comme il est surnommé, n'a jamais fréquenté un chemin de l'école. Tout au long de la journée, il travaille aux côtés de sa mère, espérant trouver de l'or pour améliorer leurs conditions de vie. Malheureusement, après une journée entière de labeur, ils n'ont pas extrait plus d'un décigramme d'or. Si vous revendez ce décigramme, ça vous rapporte combien? Un décigramme, ça nous donne 4 €. Une fois la nuit tombée, et à la lueur des torches, le vieux et sa mère vendent leur maigre récolte d'or pour se procurer de quoi manger. Cette triste réalité n'est pas unique. Dans ces régions minières de Sigiri, dans le nord-est de la Guinée, beaucoup d'enfants vivent les mêmes réalités. Selon l'ONU en Guinée, 68% des enfants travaillent dès l'âge de 7 ans. Un grand nombre d'entre eux abandonnent généralement l'école pour rejoindre les mines, où ils sont exposés à des conditions dangereuses pour leur santé et leur sécurité. Leurs mains fragiles manient des outils lourds et leurs rêves d'avenir s'estompent dans la poussière des mines. Pourtant, certains enfants, comme Sira, aspirent toujours à l'éducation. Je veux vraiment aller à l'école, car cette mine est très éphémère. En plongeant dans la réalité des mines, nous avons échangé avec ce responsable de l'exploitation artisanale. Ici, malgré la volonté de lutter contre l'exploitation des enfants, les défis restent complexes. La complexité de la situation et la précarité des familles entravent la mise en place de mesures efficaces. Beaucoup d'enfants viennent dans les mines. Interdire la présence des enfants pourrait causer des problèmes. Les chefs des mines artisanales ne souhaitent pas voir de jeunes enfants travailler ainsi, mais nous n'avons pas le choix. L'exploitation des enfants pose un dilemme pour certaines familles. Pour cette dame, malheureusement, l'éducation n'a toujours pas conduit à une meilleure vie pour les aînés de ses enfants. Certains d'entre eux, ayant achevé leur scolarité, se retrouvent sans emploi
ce qui a conduit sa famille à compter sur les mines et sur les frêles épaules de ses progénitures pour survivre. Nous vivons des mines. Si nous empêchons nos enfants de travailler dans les mines et qu'ils ne trouvent pas d'emploi après l'école, à quoi servent les études? Malgré la sombre réalité des mines, une lueur d'espoir émane d'une organisation non gouvernementale déterminée à apporter un changement significatif. Nous avons constaté que les parents négligent dans les zones minières l'éducation des enfants. Ils amènent les enfants avec eux dans les mines pour les exploiter d'une certaine manière. Donc pendant les périodes scolaires, les enfants doivent partir soit à l'école ou bien dans les centres de formation pour préparer leur avenir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons suivi ce jour-là cette équipe alors qu'elle se rend dans les villages avoisinants pour sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation. Ayez pitié de ces enfants. Commencez à les envoyer à l'école ou donnez-leur un métier. L'or n'est pas éternel, parce qu'au moment où vous serez fatigué, eux pourront vous prendre en charge. Nous sommes là pour vous transmettre ce message. Selon l'ONG Humanium qui se bat pour les droits des enfants, seulement la moitié des enfants guinéens accèdent à l'enseignement secondaire, tandis que 73% d'entre eux sont engagés dans un travail avant même d'atteindre la majorité légale. Et les filles représentent la majorité écrasante de ces cas. Ces statistiques soulignent la nécessité d'une action concertée pour changer la trajectoire de ces jeunes filles et leur offrir des perspectives plus prometteuses. On vient de le voir dans ce reportage, le secteur artisanal des mines pose des questions cruciales de l'égalité et de droits humains, notamment ceux des enfants. Pourtant, les débouchés économiques qu'il représente amènent récemment les autorités à tenter de l'intégrer dans le circuit de l'économie légale plutôt qu'à le bannir. Nous avons demandé à Mzila Metenjane, le président du Conseil des mines d'Afrique du Sud, d'éclairer le débat. Écoutons-le. Bonjour Mzila Metenjane. Bienvenue dans Initiative Africa. En tant que PDG du Conseil des mines d'Afrique du Sud, vous avez souvent insisté sur la différence entre l'exploitation minière artisanale et l'exploitation illégale, une frontière qui reste souvent floue. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi cette distinction est importante? Alors, l'exploitation minière artisanale à petite échelle est une pratique informelle. Et nous parlons d'informel pour la distinguer de l'exploitation minière des juniors ou des grands groupes, qui, elle, est très encadrée. Ces dernières nécessitent des investissements considérables, des moyens techniques sophistiqués, et sont soumises à une réglementation stricte. L'exploitation artisanale, elle, est avant tout de subsistance. Ce sont des personnes qui, avec une pioche et une pelle, extraient juste assez de minerais pour le vendre et subvenir aux besoins de leur famille. C'est une activité rarement régulée, et bien souvent les autorités n'en ont pas connaissance, selon l'ampleur de l'exploitation. Depending on the scale at which it is happening. Now, that is different from illegal. Cela diffère de l'exploitation illégale telle que nous l'observons en Afrique du Sud. Celle-ci se caractérise d'abord par un accès illégal à une propriété privée. Illegal access into private property. And so in South Africa, for instance, we've seen. Nous voyons des intrusions dans d'anciennes galeries minières et parfois dans des mines encore en activité. Il n'y a évidemment aucun permis. Et un autre aspect marquant, c'est la présence fréquente de ressortissants étrangers opérant illégalement dans ces activités minières. Et ce phénomène se retrouve aussi dans d'autres pays, il n'est donc pas limité à l'Afrique du Sud ou au continent africain. Non, absolument. Partout où il y a des gisements minéraux, ce phénomène existe. Ce n'est donc pas propre à l'Afrique du Sud, ni même à l'Afrique, en ce qui concerne l'exploitation illégale.
Et cela se manifeste à des échelles très différentes. Parfois, c'est très sophistiqué, au point de rivaliser avec certaines activités minières formelles et légales, et d'alimenter ensuite le commerce illicite des minerais issus de ces activités illégales. Quel est votre regard sur les débats autour de l'exploitation minière artisanale? Nous voyons deux approches, l'une qui prône son interdiction totale et l'autre qui mise plutôt sur son intégration. Quelle est votre position? Je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qui pousse les gens à se tourner vers l'exploitation artisanale à petite échelle et parfois aussi vers l'exploitation illégale. L'une des différences majeures réside dans la manière dont la loi s'applique à ce type d'activité. On a constaté une forte croissance de l'exploitation artisanale, encouragée par les niveaux élevés auxquels se négocient les matières premières. Cela suscite beaucoup d'intérêt car il y a là une opportunité de gagner de l'argent. Et dans un contexte où de nombreux pays peinent à créer de la croissance et à offrir des emplois, les populations cherchent naturellement des alternatives économiques. C'est pourquoi il ne sera pas simple de mettre un terme brutal à l'exploitation artisanale ou même de l'exploitation illégale sans proposer d'autres débouchés. On voit d'ailleurs des exemples de pays qui choisissent d'intégrer cette exploitation artisanale en l'utilisant comme une étape pour structurer leur industrie minière. Cela permet de faire évoluer progressivement une activité informelle vers des acteurs miniers juniors qui jouent ensuite un rôle important dans l'économie. Création d'emplois, génération de richesses et à terme, recettes fiscales pour l'État. Est-ce la direction que l'Afrique du Sud est en train de prendre? C'est effectivement une piste que nous étudions. Nous sommes actuellement en train d'amender notre législation minière et une réflexion est menée autour de l'exploitation artisanale et à petite échelle afin de mettre en place ce que nous appelons une législation adaptée à l'usage, car ces activités se situent à une échelle très différente de celle des grands groupes miniers. Il est essentiel de garantir que là où ces exploitations ont lieu, elles puissent se dérouler en toute sécurité, dans des conditions de travail correctes et favorables à la santé des personnes. L'objectif est aussi que ces activités deviennent des entreprises enregistrées et légales. Je pense que cela peut constituer une excellente base pour permettre au secteur minier de progresser, de l'artisanal au junior, puis à terme vers un rôle de premier plan. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Mozambique, Sénégal, Tanzanie, Mauritanie, Afrique du Sud, Éthiopie, Maroc. Tous ces pays ont un point commun. D'énormes réserves de gaz y ont été découvertes. Un boost économique pour ces nations, mais souvent au prix d'un sacrifice environnemental pour les communautés avoisinantes, notamment dans les écosystèmes côtiers. Face à cet équilibre complexe, l'exigence de justice environnementale fait son chemin en Afrique. Au Nigeria, un pays producteur de pétrole, où plusieurs actions en justice ont été menées contre des multinationales, les acteurs de la société civile s'organisent. Notre correspondant à Abuja, Hugo Uana, a suivi leur réflexion. Regardez.
Le droit à un environnement sûr pour chaque Nigérian est garanti par l'article 20 de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria. Malgré cela, la myriade de défis écologiques dans le pays a été une source d'inquiétude et a déclenché des stratégies de plaidoyer de la part de diverses parties prenantes. L'accès à la justice est rendu difficile par le laxisme des lois environnementales, un manque de système judiciaire indépendant et l'absence de volonté de faire respecter les dispositions légales. Nous devons comprendre que nous faisons partie intégrante d'un écosystème écologique et en même temps nous détruisons l'autre partie. Nous nous sommes aussi détruits nous-mêmes. Si nous n'avons pas d'arbres, nous n'aurons plus la capacité de respirer de l'oxygène, car sans dioxyde de carbone, il n'y aura pas d'oxygène. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien à boire. Si vous polluez l'air, vous mourrez lentement et très probablement très jeune. Selon Rise for Bayelsa, une campagne mondiale visant à mettre en lumière les dommages environnementaux et humains causés par les multinationales pétrolières opérant dans le delta du Niger, quelques 40 millions de litres de pétrole sont déversés dans le delta chaque année. Rien qu'en 2012, 16 000 bébés sont morts au cours du premier mois de leur vie à cause de la pollution pétrolière. Ces chiffres ont augmenté au fil des ans. Il ne s'agit là que de l'un des nombreux dommages causés par les catastrophes environnementales. Le Nigeria a commis une grave erreur en abandonnant la voie économique qu'il poursuivait initialement pour se remettre maintenant dans le secteur pétrolier et oublier tout le reste. C'est ce qui est en train de détruire le Nigeria. Le plus gros problème actuel est le désinvestissement. Il s'agit d'un mouvement des compagnies pétrolières internationales qui quittent le delta du Niger et emportent leurs bénéfices vers l'étranger ou dans leur pays d'origine. Nous avons besoin d'une réglementation claire, d'une politique claire et de lignes directrices sur ce qu'est le désinvestissement et sur la manière dont il peut être fait. Les risques écologiques liés à la santé deviennent une préoccupation majeure au Nigeria, avec divers problèmes environnementaux tels que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les déversements de pétrole, la déforestation, la désertification, l'érosion et les inondations, dues à des systèmes de drainage inadéquats ou inexistants, causés principalement par les activités anthropogéniques. L'industrie pétrolière dans le delta du Niger a été le plus grand pollueur de l'environnement autour du delta et par extension de la pollution du Nigeria. Il pollue l'air avec les torchères à gaz. La plupart d'entre nous sommes des cadavres vivants, mais nous ne le savons pas. Nous allons tomber d'un moment à l'autre et mourir. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à de multiples défis écologiques. Tous ces défis résultent des actions menées par des entités qui ont considéré le continent comme une zone de vulnérabilité. Selon le rapport intitulé « La lutte pour la justice environnementale en Afrique » rédigé par le militant écologiste Nimo Bassé pour l'Independent Media Institute, à peine 1% de la main-d'œuvre du secteur des industries minières en Afrique est composée d'Africains. Seuls 5% des investissements dans ce secteur sont réalisés en Afrique et plus de 85% des infrastructures pour le gaz fossile sur le continent sont destinées à l'exportation. Je considère la justice écologique comme une conversation qui est censée fournir des informations grâce à l'influence de la communauté et même à la compréhension des peuples indigènes, car c'est la seule façon de restaurer notre écosystème et de le faire fonctionner pour les gens et la planète. Nous sommes un groupe de réflexion sur l'écologie et notre principal objectif est la connaissance et le partage. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès parce que les communautés sont plus claires sur leurs demandes et sur la façon de protéger l'environnement. Le seul problème, c'est que les auteurs des transgressions s'efforcent de se soustraire à leurs responsabilités et c'est sur ce point que nous nous concentrons. Personne ne doit échapper à ses responsabilités. En effet, diverses communautés des États du delta du Niger comme les Akwa Ibom, Rivers ou encore Bayelsa, des agriculteurs, des pêcheurs et des particuliers ont tenté d'obtenir justice auprès des grandes sociétés pétrolières mises en cause. Il a fallu 13 ans pour que justice soit rendue dans l'une de ces affaires, mais rien n'a encore été fait pour dédommager les membres des communautés d'accueil. Nimo Bassé, directeur de OMEF, s'efforce d'assurer la mise en œuvre rapide des actions de justice impliquant ces multinationales et les communautés d'accueil par le biais de son forum Table Ronde sur le jugement des pollueurs qui offre une lueur d'espoir dans la quête d'une justice écologique au Nigeria.
Renforcer les capacités des administrations locales pour aider les compagnies minières à établir des projets durables et utiles aux communautés avoisinantes, c'est l'une des priorités du secteur. De quoi changer l'optique à un moment clé où plusieurs pays africains enregistrent de nouvelles découvertes cruciales pour le développement de l'extraction minière. Mizila Metenjane livre sa perspective dans la seconde partie de son interview. En matière d'environnement, de social et de gouvernance de SG, vous soulignez la nécessité de renforcer la coopération entre les compagnies minières et les gouvernements locaux afin que les projets développés au profit des communautés aient une véritable chance de réussir. Pouvez-vous préciser ce que vous préconisez pour améliorer la situation ? En Afrique du Sud, où l'exploitation minière existe depuis de nombreuses années, nous avons d'abord eu le Mining Charter et une législation minière qui impose aux compagnies de présenter des plans sociaux et de main-d'œuvre, Social and Labor Plans, pour obtenir un permis d'exploitation. Cela a ouvert un espace où les compagnies doivent dialoguer avec les gouvernements locaux. Lorsqu'elles élaborent ces plans, elles se réfèrent aux Integrated Development Plans des municipalités, afin que les investissements correspondent réellement aux besoins de la collectivité. Mais deux difficultés persistent. D'abord, la qualité de certains IDP n'est pas toujours au niveau, que ce soit dans la pertinence ou la nature des projets proposés. Ensuite, même lorsque des projets sont livrés, il arrive que les responsables locaux ne puissent pas assurer la continuité des services. Cela tient au fait que, financièrement, les gouvernements locaux ne disposent pas de fonds suffisants pour maintenir ces services. Il y a aussi un enjeu de compétences. Parfois, les équipes locales ne sont pas assez formées pour gérer efficacement ces projets. C'est pourquoi nous avons vu émerger des programmes de capacity building au niveau municipal. Des formations soutenues par les compagnies minières qui visent à développer des compétences clés, par exemple en finance, en gestion de projet, en financement de projet, ou encore en gestion financière. In areas of project management and project financing, and as well as in areas of just financial management. And so strengthening the financial. Renforcer les capacités financières des municipalités dans la collecte, la gestion des budgets, l'audit, améliore leur crédibilité et leur permet d'emprunter des ressources supplémentaires qui sont ensuite réinvesties dans les infrastructures et les services locaux. Cette collaboration à travers le transfert de compétences et le renforcement des capacités municipales me paraît essentielle à l'ère des minerais critiques. C'est ainsi que gouvernements et entreprises peuvent travailler main dans la main pour un développement plus durable et plus inclusif. Enfin, l'Afrique du Sud possède l'une des industries minières les plus anciennes du continent, avec l'émergence de nouveaux pays miniers comme la Côte d'Ivoire, qui n'était même pas considérée comme un pays minier auparavant. Voyez-vous de nouvelles opportunités pour l'Afrique du Sud ? Je pense que ce que nous avons vu en Afrique du Sud au cours des 100 dernières années, ce sont exactement les opportunités qui vont désormais s'ouvrir au reste du continent pour les 100 prochaines. Pour que l'Afrique du Sud puisse se réinventer, il y a, selon moi, une immense opportunité. Transférer les compétences qu'elle a développées au fil de ce siècle en matière de savoir-faire minier, d'infrastructure et de financement. Le transfert et l'échange de ces compétences doivent devenir un élément essentiel d'un concept qui me tient particulièrement à cœur, le développement régional. Il s'agit de voir comment les pays africains peuvent coopérer et mettre à profit ce que l'on appelle leurs avantages comparatifs. Quelles sont les forces de l'Afrique du Sud qu'elle peut partager avec d'autres pays ? Nous l'avons déjà constaté. L'Afrique du Sud fournit de l'électricité à plusieurs pays de la SADC. Je crois qu'il y a encore davantage à faire en matière d'intégration régionale par l'énergie.
Il y a aussi un potentiel énorme pour une coopération régionale autour des minerais, où ils sont extraits et où ils sont transformés. Mais l'une des plus grandes opportunités du continent réside, selon moi, dans l'exploitation des vastes ressources en eau de la RDC et du Mozambique pour des projets hydroélectriques capables de fournir une quantité considérable d'énergie renouvelable. C'est une chance unique pour le continent, se positionner en avance sur bien d'autres régions, non seulement grâce à l'énergie propre, mais aussi à travers les produits qui en dépendent pour atteindre les marchés africains et mondiaux et pouvoir mettre en avant l'image d'économie verte et durable en Afrique. Donc tout cela renvoie en fait à l'extension du barrage d'Inga en RDC. Exactement. Alors que va-t-il se passer selon vous puisque toute l'industrie minière de la région en dépend? C'est vrai, elle en dépend. Y a-t-il des avancées dans ce domaine? Eh bien, j'ai entendu dire que la Banque mondiale allait apporter un peu plus d'1 milliard de dollars pour financer l'un des volets du projet Inga, sans doute la phase 2. C'est un signal encourageant. Et il faut maintenir cette dynamique, car on voit à quel point la RDC est active dans le développement minier. On voit aussi qu'au Mozambique, en réalité, il n'y a pas un seul pays d'Afrique subsaharienne où l'exploitation minière n'existe pas. C'est donc une opportunité majeure pour le continent. Utiliser le socle et les perspectives qu'offre le secteur minier pour développer d'autres infrastructures stratégiques. Et je pense que c'est ainsi que nous verrons progresser le continent à travers la synergie entre mines et développement des infrastructures. Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mizila Metanjane ainsi que nos émissions sur notre site africaoner.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.